Vendredi, 12h30, notez bien 7h, 12h30 et pas 14h30. On a décidé de vous ouvrir l'appétit avec Interaction. Interaction, cette émission interactive qui permet de vous donner toutes les clés de la gestion, parce qu'Interaction, c'est aussi le nom d'un fonds. Un fonds dans lequel vous pouvez investir et qui fait, allez, on va se faire plaisir, 10% en 3 mois. On fait un petit cocorico. On commence tout de suite par retrouver Hubert, notre analyste, et Paul, notre gérant. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Un petit mot sur ces 10%, ça fait plaisir. C'est toujours bon à prendre et ça démontre que finalement, malgré la volatilité, le placement action reste un placement qui rapporte. 10% en 3 mois, écoutez, pourvu que ça dure. Le job est fait, il faut qu'on fasse mieux dans le reste de l'année. Voilà la mission. On commence, bien sûr, vous en avez l'habitude, par notre première rubrique, la rubrique Actualité. Alors, une rubrique consacrée à l'actualité pour observer les grandes tendances de fond. Hubert, on parle toujours de la Grèce après cette élection, sans grande surprise. Exactement, c'était anticipé, on le disait la semaine dernière. C'est arrivé, écoutez, la BCE est plus forte que la Grèce, c'est ça qu'on peut conclure. Sur 6 jours, les valeurs européennes gagnent 1,3%, un peu amplifié en Allemagne parce qu'il y a un petit peu moins en France qu'en Allemagne à cause du poids notamment des financières. Mais la BCE... et donc le programme de quantitative easing, il faut bien l'appeler comme ça, de la BCE, pèse plus fort que la Grèce. De l'autre côté, un peu de reflux sur les valeurs américaines, un peu de reflux à la publication des résultats, alors des très très beaux et des moins beaux, ça on va avoir l'occasion d'y revenir. Depuis le début de l'année, en fait, tout monte pas mal, monte beaucoup l'immobilier, ça c'est, et l'automobile, et ne fait des performances négatives, les banques, les matières premières et notamment l'énergie. Alors, dernier point, la Grèce n'a pas bousculé, je dirais au contraire, la hiérarchie des taux d'intérêt, ni en France et en Allemagne, ni dans les maillons forts, ou supposés forts, mais ni en Espagne, ni en Italie. Paul, la Grèce, c'est un non-événement. Est-ce que finalement, on va nous resservir ce plat ou c'est vraiment derrière nous ? Non, on ne peut pas dire que c'est un non-événement, parce qu'il reste un certain nombre de sujets à traiter. En revanche, le risque qui était qu'on parle tout de suite d'un défaut est une chose qui a été évacuée et ça montre que la BCE est aux commandes, elle est là, elle est présente. Les déclarations qui ont été un petit peu négatives ont suscité des petits retours de marché. Ça a été compensé très vite. Globalement, on a une semaine où il ne s'est pas passé grand-chose à l'intérieur d'un petit range de 1,5%. Ouais. C'est notable après la belle performance qui avait été faite par les marchés. Alors Hubert, vous avez commencé à en parler, on est rentré dans la saison des résultats aux États-Unis avec cet extraterrestre Apple. Alors, on a un extraterrestre qui est Apple, c'est sidérant, c'est extraordinaire. 18 milliards de profits trimestriels. Voilà, ça passe au-dessus de tout. L'argent est logé dans des paradis fiscaux, on ne paye pas d'impôts. C'est sans fin. On vend un iPhone toutes les... Trois iPhones toutes les secondes ou quelque chose comme ça. Plus 300 presque, je crois. Ou 300 par minute. Bon, oui. On en vend aux Chinois, c'est extraordinaire. Mais ça se situe dans des résultats américains plus mitigés. Alors, on disait et on espère qu'on va voir les effets de la hausse du dollar sur les valeurs européennes. On le voit déjà sur Procter & Gamble, on le voit déjà peut-être sur d'autres, peut-être sur Google aussi, qui a déçu. Alors Facebook n'a pas déçu, Caterpillar a déçu. Donc on voit que ça commence à se discuter. Beau résultat de Boeing quand même, ouais. Il faut quand même le souligner, mais United Technologies doit souffrir de cette dépréciation du dollar sur des contrats long terme. Alors première illustration, justement, le marché américain comparé au marché euro. Paul, vous nous avez apporté ce graphique. Qu'est-ce qu'il faut lire ? Ce graphique, en fait, reprend depuis le 4 septembre 2014 l'évolution comparée du S&P et du Stoxx Europe 600, c'est-à-dire deux indices assez larges qui couvrent l'un la zone Amérique, l'autre la zone Europe. Alors ils sont exprimés dans leur devise nationale et on peut voir que si à la fin de l'année on pouvait encore se dire que l'Europe était en retard, la décision de la BCE a été saluée par une belle envolée des cours et de ce fait finalement le mouvement européen est devenu plus significatif depuis le mois de septembre que le mouvement américain. Hubert, un commentaire ? Alors, il y a plusieurs choses à voir. Donc, c'est une période dans laquelle le dollar a été franchement haussier par rapport à l'euro.
un peu la conclusion de ce qui s'est passé cette semaine quand même, peut-être la Grèce, peut-être la BCE. On est en train de se stabiliser. Hein. Le dollar n'a pas passer une nouvelle étape. Donc ça c'est un point important. Après, il y a les fondamentaux. Hein. Il y a les fondamentaux qui sont bons aux États-Unis quand même. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire que la consommation va plus vite que l'investissement, mais néanmoins, ils sont fondamentalement très bons avec cette semaine le rapport budgétaire. Donc autant la Réserve fédérale dit qu'un jour elle montrait ses taux, mais qu'on ne savait pas trop quand, et on pense tous que c'est en juin. Mais le budget fédéral, en déficit de 2,5 à 3%, plus près de 2,5, ils étaient à 10 en 2009. Hein, et donc ça veut dire la fin des coupes automatiques, ça veut dire qu'on revient au business as usual, ce qui veut dire que la Fed va probablement monter ses taux. Ouais. Alors, je dirais moi que les informations qu'on reçoit aujourd'hui sur en particulier l'impact du dollar, de la hausse du dollar sur le résultat des entreprises américaines, est quand même de nature peut-être à retarder cette échéance de juin qui était dans les esprits de tout le monde. C'est Procter qui a sonné l'alarme, je crois, notamment. Voilà, tout à fait. Et c'est quelque chose de très significatif, je pense. On a Procter la semaine dernière, on aura Nestlé la semaine prochaine, et on va voir effectivement le profil, le client et la fourniture. L'ajustement de change est finalement ce qui est majeur aujourd'hui sur les marchés. L'abondance de liquidités que traduisait le graphique qu'on a vu et qui fait que les actions montent, c'est un ajustement de change qui se fait derrière. Un dernier mot sur l'inflation. Dans les grandes tendances qu'on suit, l'inflation. Moins 0,6% rythme annuel en zone euro. C'est pas bon ça. Hein. Est-ce que la BCE va réussir à inverser la tendance? La BCE, elle s'en doutait un petit peu. Et l'autre question qui se pose, c'est les taux réels positifs. Finalement, avec 0,4% sur l'emprunt allemand, si vous avez 0,6% vous avez 1% de taux réel. Perdez 0,6, ça fait 1% de réel, oui. Alors moi, je serais un peu moins inquiet que cela, parce que je crois que quand une banque centrale dit « je vais faire quelque chose », on l'a vu, elle le fait. Quand il s'agissait de lutter contre l'inflation, on voit qu'on a eu derrière une trentaine d'années de désinflation et aujourd'hui on a peur du contraire. C'est plus facile de baisser les taux et de faire de monter les taux et de faire de la désinflation que de lutter contre la déflation, non? En 1981, quand les taux d'intérêt sont montés à 22%, on pensait que c'était très difficile de faire baisser l'inflation. Hein. Oui. Donc effectivement, c'est un phénomène très 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 long, voilà ce qu'on peut dire. C'est un phénomène très long et puis d'un autre côté on a une donnée qui est très significative aujourd'hui, c'est la baisse du pétrole, qui reste quelque chose de très positif pour les consommateurs parce qu'ils retrouvent du pouvoir d'achat, mais qui pèse très fortement sur le chiffre d'inflation qui est publié aujourd'hui. Absolument. Voilà pour l'actualité, les grandes tendances. On passe au tableau de bord. Alors, je vous le rappelle, n'hésitez pas à intervenir, c'est votre émission, votre gestion. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le petit player qui se situe à droite de l'écran. Du côté des indicateurs, donc on voit ces feux, 2 feux pôle bougent. On revient au vert, niveau de dispersion des performances, et on revient au vert avec le point 6, stress de volatilité. Tout à fait. En fait, c'est des indicateurs sur la nature du marché, sa résilience, sa volatilité. On voit très clairement que l'action de la BCE est là et ces indicateurs passent au vert. Et ce n'est pas parce qu'on pourrait s'inquiéter sur la Russie ou sur la Grèce qu'effectivement il reste détérioré. L'indicateur 7, c'est celui sur lequel on zoome la dynamique du momentum de marché. On rappelle ce que c'est. Oui, alors la dynamique de momentum de marché, c'est en fait la mesure de l'intensité des tendances haussières par rapport à celles qui sont baissières. Et quand on est avec un chiffre qui est supérieur à 1... C'est l'inertie, on pourrait dire. Hein. C'est une forme d'inertie, oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, ce qu'on peut noter, c'est que depuis que Bernanke est intervenu, on perd en momentum de marché et on se rapproche progressivement de 1. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans un bull market. C'est pas Bernanke, c'est Draghi. Non, Bernanke en 2013. Ah, pardon. Voilà. Quand il a commencé à annoncer qu'on allait sortir de la liquidité facile, on a finalement perdu un petit peu en momentum et c'est un mouvement qui continue aujourd'hui. Et il faudra surveiller parce que Draghi pourrait la relancer, c'est ça? Ce qui est positif, c'est que si on voyait un point d'inflexion vers le momentum haussier et qu'on remonte
les chiffres remontent au-dessus de 1, Ouais. ça serait très positif. Alors j'anticipe sur la question d'Hubert et sur le mode, sur notre météo boursière, les modes de risque. On reste en mode 3 alors qu'on a quasiment plus que des feux verts. Nous avons beaucoup de feux verts, c'est vrai, mais il en reste qui ne sont pas aussi attirants que cela dans la deuxième colonne des indicateurs qu'on a pu montrer. Et je crois que ce qui est très important, c'est le momentum microéconomique qui, lui, est aujourd'hui relativement dégradé. Alors, il s'est amélioré, on en a parlé il y a 15 jours, mais c'est quand même un momentum qui est dégradé et il faudrait que les révisions de bénéfices viennent plus nombreuses, et on peut l'espérer, pour l'Europe en particulier. C'est le dernier verrou, en fait. Oui, mais moi, je suis extrêmement optimiste sur ce sujet-là. Je pense qu'effectivement, la publication des résultats des entreprises françaises va permettre aux patrons de parler et de parler plus positivement. Et je pense qu'on va vers une grande série de révisions. Alors, c'est pas pour ça qu'après on ne révisera pas à la baisse, mais on va réviser à la hausse, à mon sens, pendant les 6 premiers mois. Ce qui serait le contraire du message américain. Donc en Europe, c'est ça, votre pari, Hubert? Oui, justement, d'ailleurs, notamment pour des raisons de change, comme on l'a expliqué. Mais les analystes financiers sous-estiment toujours les tendances. Donc quand ça va bien, ils ont tendance à sous-estimer l'effet, parce que c'est un effet très très violent, l'effet pétrole et l'effet dollar. On en parle toutes les semaines, donc on a l'impression que c'est acquis, mais quand même, c'est un effet très 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 violent. C'est aussi surtout qu'aux États-Unis, en 3 ans, on a vu le volume des bénéfices très fortement augmenter au final. En Europe, on est resté sur les mêmes bases. C'est un graphique qu'on a montré il y a 3 semaines ou un mois. On est resté sur les mêmes bases et on a toujours commencé l'année avec des anticipations supérieures à celles qu'on avait à la fin de l'année. Et si on a un schéma exactement inverse qui se produit en 2015, ce qui est tout à fait probable... On n'y croit pas, effectivement, parce qu'à cause de 2014. 2013 avait été l'année où on avait anticipé la hausse des bénéfices, et elle n'a pas eu lieu. Bon, elle n'a pas eu lieu. Et maintenant, effectivement, on a tendance à ne pas y croire, et on est drivé exclusivement par les flux. Mais dès lors qu'il y aura cette petite étincelle, et moi je pense qu'elle va venir assez vite. L'anticipation de baisse de l'euro commençait à s'établir. En revanche, celle de baisse durable du pétrole n'était pas dans les anticipations des analystes. Donc à partir de ce moment-là, il serait assez logique qu'on ait une révision. Parfait. Voilà pour la rubrique tableau de bord. On passe à la performance d'Interaction. Alors, une performance qui va s'afficher sur votre écran. Depuis la création de ce fonds, c'était fin octobre, on fait plus de 10% donc sur ces 3 mois de gestion. En dessous, il est vrai, de notre benchmark, le CAC qui a plus de 12%. Mais sur la semaine aussi, on bat l'indice CAC. On reviendra sur les arbitrages opérés, mais ceci explique sans doute cela. Oui, c'est ça. On paye, on reçoit les bénéfices des arbitrages assez francs qui ont été faits dans les dernières semaines, hein, notamment de sortir des 2 plus grosses poids lourds du CAC, hein, le Total et Sanofi. Ne pas avoir Total et Sanofi, c'est un peu ce qui nous permet d'avancer. Et également l'allègement sur, on va le voir, sur EDF et sur GDF. Donc le fait de se concentrer sur des paris commence à être payant, bien que nous soyons toujours en mode 3. C'est en mode 2 et en mode 1 qu'on pourra vraiment se concentrer sur des paris et en tirer des bénéfices. Alors, on voit cette forte accélération et on voit ce très faible delta sur la semaine. Paul, finalement, ça veut dire qu'on a mangé notre pain blanc, qu'il va falloir peut-être... s'attendre à des accélérations moins fortes, moins puissantes?